Voilà, on est en live sur Facebook, le temps que ça s'affiche sur mon autre écran pour que je puisse regarder les messages et les commentaires qu'on nous laisse s'il y a des questions aussi. On va donner quelques secondes. Voilà, on est en direct sur YouTube, sur Facebook, pardon. Excusez-nous, les filles et les garçons, pour le fail sur YouTube. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais autorisée à diffuser en même temps et sur Facebook et sur YouTube. Ce n'est plus le cas et je viens de découvrir ça aujourd'hui. Soit je diffuse sur Facebook, soit je diffuse sur YouTube. J'ai dû choisir Facebook, pas parce que c'est ma plateforme préférée, mais parce que Corinne, qui est notre invitée d'aujourd'hui, avait plusieurs personnes qui attendaient la diffusion sur Facebook et qui allaient la relayer. Donc, désolée pour YouTube, je vais vous compenser, les filles et les garçons, sur YouTube prochainement. Donc, Catherine qui nous dit bonjour, Nathalie pareil, Chris pareil. Bonjour à tous. Bon, je vais commencer par vous poser quelques petites questions pour mettre en ambiance tout ça. Alors, je me les suis préparées ici, j'ai mon papier, donc je vais les lire. Est-ce que il t'est déjà arrivé de remarquer, en prenant ta douche ou en t'habillant, que tu avais une blessure quelque part, que tu t'étais blessé quelque part, ou que tu avais un bleu et que tu n'avais jamais compris, percuté, remarqué à quelle heure tu t'es cogné contre un truc ou que tu t'étais égratigné quelque part? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé également, ou peut-être pas le bleu, mais cette autre situation, que tu es allé à une soirée, que tu as bu une quantité d'alcool normale, hein, donc tu es en mesure de te rappeler de ce qui s'est passé dans cette soirée, mais qu'en reparlant avec les personnes qui étaient présentes, ils parlent de moments dans cette soirée que tu n'as pas du tout de souvenirs. Tu te dis, mais moi, je n'étais pas là. Et tout le monde te dit, bah si, tu étais là. On était en train de parler et tout. Et tu étais assis à table. Tu étais assis à table. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est arrivé de regarder un film ou de lire un roman, de lire un livre et de zapper des morceaux, de revenir sur le livre ou sur le film et de dire, mais moi, ça, je ne l'ai pas lu, ou moi, ces scènes-là, la dernière fois, je ne les avais pas vues. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu fais tomber ou tu as fait tomber à un moment donné de ta vie des choses régulièrement? Est-ce que les choses te tombent des mains? Est-ce que tu te prends des portes dans la figure, des meubles dans ton... Est-ce que quand tu marches dans la rue, tu as du mal à esquiver les personnes ou tu te prends souvent des personnes en choc? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des morceaux de ton passé dont tu ne te souviens absolument pas, de dire, moi, je n'ai pas de souvenir de cette période de ma vie? Donc, vous êtes en train de participer, tout le monde. Salut Céline, Chris, elle partage le lien avec les copines. Salut Andrea, salut Stéphanie. Chris qui dit, même sans boire, je suis souvent absente, entre guillemets. Est-ce que, ma dernière question, il t'arrive de tomber souvent, tu vois, ou de perdre comme contrôle de ton corps, de te emmêler les pieds, par exemple? Est-ce que ça t'arrive ou ça t'est arrivé par le passé? Et la toute dernière, là, oui. Est-ce qu'il t'arrive où tu sens que tu es une personne qui a des intérêts, que tu veux apprendre, mais que rien ne s'imprime, que tu es là comme en train de vouloir apprendre, mais que tu as du mal après, soit à retenir les noms des choses, à retenir les concepts que tu as étudiés, soit à te souvenir carrément de trucs entiers que tu as étudiés, que tu te dis, ah mais... Et il faut que tu reviennes et que tu reviennes aux notes que tu as prises pendant que tu étudiais tout ça. Si c'est ton cas, bienvenue au club. Parce que, en tout cas, les deux personnes ici présentes avons été sérieusement concernées par tous ces cas de figure, figure-toi. Enfin, moi, personnellement, tous. Je ne sais pas, toi, Corinne. Moi aussi. Et ça s'explique, ça peut s'expliquer par un manque de présence de toi dans les situations, un manque de présence de toi dans ce que tu fais, quand tu te déplaces, quand tu es en train de lire ce livre ou de regarder ce film. Mais ça a une explication encore plus subtile et cette explication s'appelle la dissociation, être dissocié de ton corps. Du coup, aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Je trouve que c'est un moment très bon pour faire ça.
Je vais te donner quelques petites pistes sur le contexte astrologique qui nous accompagne. J'en parlais dans le post où j'annonçais ce live, mais je vais le reprendre, question qui reste ici pour ceux qui ont raté le post, ou qu'elles comprennent pourquoi je choisis de faire ça en ce moment, pourquoi on s'est organisé pour le faire en ce moment. Nous sommes dans un contexte astrologique plutôt particulier parce que nous sommes en train de démarrer déjà un cycle Soleil-Mars. Le Soleil représente notre conscience, notre présence, et Mars représente notre dimension la plus physique. Mars est notre physicalité. Lorsque Soleil et Mars sont en conjonction, comme c'est le cas depuis plusieurs jours, semaines presque, ils vont rester encore en conjonction quelques jours. Ils avancent quelque part ensemble jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. L'appel est à prendre justement conscience de notre dimension physique et de quel est le lien entre notre conscience et notre dimension physique, et est-ce que nous sommes véritablement en train de nous habiter ou comment est-ce que nous sommes en train de nous habiter et quelles sont les conséquences de ne pas nous habiter, de ne pas être vraiment en train de nous saisir entièrement de cet espace qu'est notre dimension corporelle. À ceci se rajoute le fait que nous sommes entrés dans la saison Scorpion depuis très peu, depuis quelques jours, et que s'active par la présence du Soleil dans le signe du Scorpion et les événements lunaires que nous allons avoir au cours de ce mois, de cette saison solaire, s'active l'axe Scorpion-Taureau. L'axe Scorpion-Taureau parle beaucoup de ce justement rapport entre notre dimension corporelle, représentée ici par le taureau, notre dimension sensorielle aussi, représentée par les valeurs taureau, et notre dimension psychologique et émotionnelle représentée par les valeurs scorpion. Donc, au cours de la saison scorpion, comme au cours de la saison taureau, nous travaillons justement l'intégration de cet axe. Okay? Et finalement, pour rajouter une couche, nous allons avoir très très bientôt, dans 15 jours plus ou moins, la première éclipse d'une série d'éclipses que nous allons avoir au cours des 2 prochaines années dans l'axe justement taureau-scorpion. Nous allons être fortement en train de travailler à un niveau évolutif et karmique, donc à un niveau énergie nodale, à un niveau compréhension de l'âme en 5D, ce lien tellement puissant qu'il y a entre notre dimension psychologique, notre dimension émotionnelle non tangible et cette dimension corporelle et sensorielle que représente notre corps. Je me suis dit que c'était un moment exceptionnel pour parler de ça et on discutait avec Corinne il y a quelques semaines et je lui ai dit, écoute, faisons un live parce que je pense que ce que tu sais peut être d'extrême valeur pour les personnes et parler de ça me paraît très pertinent en ce moment. Bonjour Corinne. Et bonjour Milka, bonjour tout le monde. Ah oui, tu es un peu chez moi là. Ben oui, je suis bien chez sur toi. Face de Book. Bon, tu te présentes un tout petit peu pour que l'audience qui ne te connaît pas te connaisse un peu mieux? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Corinne. Ça fait, alors, je suis orthophoniste depuis 27 ans. Je suis à La Réunion depuis 27 ans aussi, puisque je suis arrivée juste après avoir mon diplôme. Et je suis donc somato-psychopédagogue depuis 14 ans. Voilà, donc du coup, le rapport au corps, moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai découvert avec ce métier. D'abord en tant que patiente. Et puis là, j'ai vraiment pris conscience de la distance effectivement que j'avais avec mon corps et que je n'habitais pas du tout cette maison si importante. Et ça a été voilà, tout un processus pour justement aller apprendre à habiter ce corps, à être présente à moi. Donc, toutes les questions que Milka a posées tout à l'heure, je pourrais répondre oui à chaque question. Voilà, et du coup, je me suis vraiment passionnée pour ce métier, pour la relation au corps, la dimension corporelle et bien évidemment, absolument pas détachée des autres dimensions, qu'elles soient mentales ou spirituelles, puisque c'est indissociable. Et en travailler une seule, ça n'a pas de sens en fait. Donc, c'est comment effectivement trouver un équilibre et faire le lien entre ces différentes dimensions. Qu'est-ce que l'une apporte à l'autre et inversement. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Donc, merci Milka.
Non, c'est moi qui suis ravie. Merci. Donc, du coup, les filles et les garçons qui nous regardaient soit en direct, soit en différé, nous allons donc aborder le sujet du rapport au corps et comment cela joue un rôle fondamental dans l'épanouissement personnel. Alors, tu sais que pour moi, dans tout ce que je fais, dans mes communications, dans les formations que je fais, dans le programme Architecte de ma vie, mon but principal est justement de te proposer des outils, de te proposer de l'information qui te permettent de te rapprocher d'un état d'épanouissement plus grand, personnel. Et je trouve que cette conversation rentre dans toute une cohérence dans mon approche et dans ce que je communique. Ensuite, je veux clarifier un truc avant de commencer à aborder le vif du sujet. Avoir un bon rapport avec ton corps ne veut pas nécessairement dire que tu as un corps de rêve comme ceux que tu vois photoshopés dans les magazines Cosmopolitan et compagnie, ou Instagram ready, genre super bronzé. Avoir un rapport à ton corps ne veut pas dire que tu n'as pas de cellulite, que tu n'as pas de bourrelet, que tu es jeune et pleine de vitalité ou plein de vitalité à jamais. Tu peux avoir les dents tordues, le nez de travers, les yeux comme ça et avoir un excellent rapport à ton corps. Et tu peux avoir un corps musclé, apparemment magnifiquement bien entretenu et avoir un terrible rapport à ton corps. Donc, ne nous laissons pas emporter par ouais, mais moi, tu sais, j'ai des bourrelets. Ouais, mais moi, mon corps, il est plus comme il était à 20 ans. Ouais, mais moi, je suis vieille, je suis vieux. Ah oui, mais moi, j'ai déjà eu la ménopause. Ah non, mais laisse tomber, j'ai de la cellulite ou des marques dans mon corps, j'ai de l'acné. Et ça veut dire que j'ai un mauvais rapport au corps. Ça n'a rien à voir, en fait. Ton rapport au corps vient disons, par d'autres voies. Donc, même si tu as de la cellulite, même si tu as les dents tordues comme moi, même si tu as les yeux petits, grands, si tu es vieux ou jeune, ce n'est pas grave. Viens, on va parler de ton rapport au corps. Parce que tu as le droit d'avoir un rapport excellent à ton corps et tu vas voir, ça te change véritablement la vie que d'avoir un bon rapport à ton corps. On va parler de la dissociation. Moi, je vais commencer par poser la question carrément comme ça. Qu'est-ce que c'est la dissociation, Corinne? Explique-nous, explique à l'audience qui te regarde avec beaucoup d'intérêt et d'où ça vient, pourquoi on fait ça. Explique-nous. Alors, oui, c'est un vaste sujet, la dissociation. Donc, en fait, c'est un peu ce que tu as illustré avec tes questions, c'est-à-dire que toutes les questions que tu as posées tout à l'heure correspondent à des états, justement, où on peut être dissocié, c'est-à-dire qu'on n'est plus tellement présent dans notre corps, on n'est pas présent à ce qui est en train de se passer autour de nous. Et donc, cette dissociation, elle peut être comme ça momentanée. C'est des petits moments où on manque d'attention, en fait, où voilà, on s'échappe un petit peu. Vous le connaissez tous quand vous avez perdu vos clés ou quand vous faites un trajet en voiture et puis vous arrivez et vous n'avez pas vu le trajet, en fait. Alors que voilà, vous n'avez pas eu d'accident. Donc, il y a bien une part de vous qui était là, mais vous étiez quand même ailleurs en même temps. Mais après, il y a aussi la dissociation qui peut être suite à un traumatisme, que ce soit un traumatisme aigu ou un traumatisme répété, et qui là est beaucoup plus invalidante puisque du coup, ce qui va se passer, c'est que suite à des émotions, à des stress très, très, très violents ou intenses ou répétés, c'est comme si en fait, vous avez des plombs quelque part qui sautent. Et donc, le lien qu'il y avait entre votre corps, vos sensations, vos perceptions et votre dimension justement plus mentale est rompu. Et en fait, normalement, le corps, il est fait pour pouvoir remettre les plombs tout seul. C'est-à-dire qu'on peut vivre quelque chose d'intense et puis à un moment, voilà, ça va être compliqué, mais on peut se reconnecter à soi. Mais parfois, l'événement est tellement important que le corps va rester dans cet état en fait de stress, de dissociation. Donc, c'est ce qu'on voit notamment dans le stress post-traumatique. Et ça génère vraiment des conséquences sur l'état à la fois physique, émotionnel, spirituel de la personne et sur les comportements.
Voilà. Donc, du coup, on sait maintenant que le stress post-traumatique, c'est très, très important d'accompagner les personnes sur le plan verbal, sur le plan émotionnel et aussi sur le plan corporel. Et notamment parce que, ça, je sais que Milka, c'est un sujet dont tu aimes beaucoup parler, les émotions, notre langage émotionnel. En fait, quelqu'un qui est dissocié ne peut tout simplement plus traiter ses émotions. C'est-à-dire qu'il est tellement éloigné de ce qu'il vit et de ce qui se passe dans son corps que les signaux de son corps ne prennent plus sens. Il n'a plus la possibilité de les décoder. Donc, il se retrouve privé de ces informations de base et de pouvoir aller visiter qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette situation me fait vivre ça, qu'est-ce que je vis et quel est le besoin qu'il y a derrière. Tout ça, en fait, la personne ne peut absolument plus le faire. Donc, ça impacte non seulement sa relation à lui, sa relation à l'autre et sa relation à la vie. Voilà, donc le challenge, c'est vraiment de permettre à la personne de se reconnecter à son corps pour pouvoir aller dialoguer en fait avec son corps. Je vais faire une Voilà. petite précision qui me paraît super importante parce que ça fait partie quelque part de choses que moi j'ai compris au long de mes thérapies à moi, de mes participations à des groupes thérapeutiques dans le cadre de mon accompagnement à moi-même, pas d'accompagner à d'autres personnes, et que j'ai remarqué ensuite, quand c'est moi qui ai été du côté de l'accompagnatrice, qu'il y a un peu ce discours. Tu peux avoir eu un stress traumatique et même post-traumatique sans avoir nécessairement vécu un truc que quelqu'un jugerait comme horrible. Tu n'es pas obligé d'avoir été présente à la bombe atomique de Nagasaki pour que tu sois face à une situation de stress traumatique. Et il y a souvent des personnes qui ont tendance à diminuer ou à enlever de l'importance à des situations parce que bon, j'ai pas été violée par 3 mecs ensemble alors que j'avais 8 ans. Bon, j'ai pas été lacérée de violence au point d'enseigner, d'avoir des saignements, je veux dire. On n'est pas obligé d'arriver à ces extrêmes-là pour avoir suffisamment une impression émotionnelle suffisamment forte que nous, on décide volontairement, même si inconsciemment, de dire clac, clac. C'est un mécanisme de défense d'ailleurs. C'est tellement dur à gérer que la seule façon que j'ai à gérer, c'est de me dissocier. Mais tu n'es pas obligé d'avoir vécu quelque chose de horrible, horrible, horrible pour entrer dans cette case-là. Je te le dis parce que peut-être tu es en train de t'exclure de cette discussion parce que bon, moi, je n'ai pas eu un traumatisme horripilant et peut-être que si que tu l'as eu, mais découlant d'une situation qui semblerait un peu moins anodine et qui pour toi a eu un effet émotionnel très fort. Voilà, je voulais juste clarifier et puis, ça. Oui, c'est très juste. Et parce qu'en fait, on rentre vraiment dans le cadre de la subjectivité. Donc, la subjectivité, c'est vraiment personnel. C'est vraiment lié à la sensibilité, à l'histoire, à la personnalité de chacun. Et ce que je rajouterais aussi, Milka, par rapport à ça, c'est que ça peut être aussi l'accumulation de plein de petites choses. Le burn-out, par exemple, c'est l'exemple classique, c'est-à-dire que parfois les gens ils vont péter un plomb pour un événement qui paraît totalement anodin. Le problème n'est pas cet événement-là, mais toute l'accumulation qu'il y a eu avant qui fait qu'il y a un petit truc qui fait basculer. Mais parce qu'il y a eu la goutte de trop. C'est la goutte d'eau, voilà. Et c'est vraiment ce mécanisme-là aussi, quand justement on ne va pas prendre en compte toutes les petites choses qui viennent nous stresser. Et ben, à un moment, effectivement, il y a un truc de trop. Donc, ça aussi, voilà, il y a pas mal de gens qui le racontent notamment dans le cas du burn-out, où ils vont vraiment péter un câble sur leur milieu professionnel et pour des événements qui ne sont pas à la hauteur de leur réaction, en fait. Donc, voilà, il y a aussi cette accumulation, effectivement, qui peut être une accumulation, pas forcément de choses, effectivement, énormes. Ou que quelqu'un jugerait énorme. Il y a comme des échelles ou comment on dit, scales, comme pour des calculer. Oui.
justement l'impact du traumatisme ou le niveau du traumatisme, comme il peut être ressenti. Et c'est vrai que longtemps, dans le monde de la psychiatrie, on a sous-estimé certaines situations. Bon, dans les courants plus modernes, on est en train de dire non, écoutez, pour avoir un trauma, on n'a pas besoin vraiment de voir comment on trucide toute notre famille, on la découpe en morceaux devant nous. Et on peut avoir des traumatismes importants avec des situations moins graves comme extérieurement jugées, que la personne a vécu de façon très forte, très douloureuse et qui a laissé une forte impression aussi sur elle. Et ça, c'est en rapport en astrologie, juste parce que je ne peux pas ne pas faire le lien avec la Lune. Et c'est pour ça que je vous dis, et j'insiste et je réinsiste profondément à prendre soin de votre Lune. Parce que quand il s'agit de cumul de petites situations, là, on est en train de parler de la Lune qui ne sait pas poser les limites et qui prend sur soi jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça explose dans tous les sens. Et là, il se passe des trucs pas cool, quoi. Donc, prenons soin de nous avant ça. Je fais un tout petit peu... Pardon. Ah, oui, pardon. Oui, et inversement, on a aussi tous une capacité de résilience. Donc, il y a des gens qui vivent des choses extrêmement graves et traumatisantes et qui s'en sortent super bien, sans stress post-traumatique aussi. Donc, c'est aussi, voilà, c'est aussi intéressant, cette capacité de résilience qui n'est pas la même d'une personne à l'autre aussi. Non, c'est clair. Donc, je fais un petit tour des commentaires et si tu veux, après, on continue, on enchaîne avec le programme. Alors, Céline qui dit, quand je pars de chez moi, je ferme la porte à clé, je fais 10 minutes, je remonte les escaliers car je ne sais plus si j'ai effectivement fermé la porte à clé ou pas. Classique. Défaillance de qualité de présence parfois. Ben oui. Et Brigitte qui nous dit bonjour à toutes les deux. Chris, je confirme avoir un corps de Barbie n'a rien à voir avec son rapport au corps. Elle parle aussi de dissociation traumatique et exact, beaucoup fonctionnent dans ces états sans savoir ou dans le déni de leur souffrance. Justement, c'est pour ça que dans cette période scorpionesque où on est censé mettre de la lumière dans nos zones d'ombre et aussi dans un peu la démystification de la zone d'ombre, parce que la zone d'ombre est juste une zone, peut être juste une zone où on est dans le noir et il suffit d'allumer la lumière pour dire « Ah, ok, bah, je ne savais pas qu'il y avait ça ici. » Donc, à travers l'instruction, à travers... Bon, moi, je le fais à travers l'instruction. Il y a beaucoup de façons de mettre de la lumière dans le noir. Moi, personnellement, c'est ma façon préférée. Je trouve que donner de l'information, transmettre des enseignements, une instruction est super important pour mettre de la lumière. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Corinne. Bon, Corinne, attaquons le vif du sujet. Raconte-nous tout ce que tu me racontais l'autre jour. Donc, tu veux qu'on parle des différents statuts du corps, par exemple? Je voudrais bien, oui. Ouais. Donc, effectivement, là, c'est vraiment ce qui est au cœur de mon travail de somatopsychopédagogue. En fait, on va voir que selon les personnes, on peut vraiment avoir un rapport à son corps assez variable. Et l'intérêt de mon travail, c'est justement d'amener les personnes à faire évoluer ce rapport. Et du coup, voilà, si on part vraiment du rapport le plus basique, c'est j'ai un corps, mais mon corps, c'est comme un objet en fait. C'est-à-dire que c'est un corps utilitaire qui me sert à travailler, à faire des choses, mais un peu voilà, de manière mécanique. C'est-à-dire que mon rapport au corps, il est vraiment lointain. J'ai pas un lien de proximité en fait avec ce corps. C'est vraiment, donc typiquement, ça va être les gens qui sentent même pas la douleur parfois parce qu'ils sont tellement loin de leur corps que c'est des gens souvent qui vont forcer, qui vont peut-être même dépasser ce que leur corps peut faire et qui ont ce côté voilà un petit peu bulldozer, etc. Et ensuite, ce qu'on peut apprendre à faire avec son corps, c'est justement apprendre à le ressentir. Donc là, c'est vraiment le cœur de ma pratique. Et quel est l'intérêt de ressentir son corps? C'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir des informations, puisque les émotions, c'est vraiment, par exemple, les émotions, c'est vraiment une source d'information très, très importante pour ce qu'on vit et pour s'ajuster.
Et puis, il y a aussi toutes les sensations qui sont transmises, notamment par le biais de la proprioception. Donc, on va parler un petit peu de la proprioception. Après, on va un peu plus détailler. Mais en fait, votre corps, il vous donne en permanence un tas d'informations. Certaines que vous pouvez sentir de manière consciente et d'autres qui sont subconscientes. C'est-à-dire qu'on peut les rendre conscientes, mais elles sont un petit peu en dessous de la conscience, et notamment la proprioception. Donc, il y a des informations que vous connaissez bien, comme la douleur, tout simplement, sentir la chaleur, tout ce qui va être donné par vos 5 sens. Donc, le goût, les odeurs, les sensations de texture, enfin voilà, tout ce que vous pouvez avoir au niveau du toucher ou des autres sens. Et après, vous avez toutes les informations que vous donne votre corps à l'intérieur. Donc, ça peut être la douleur, ça peut être la tension, ça peut être quand on a mal, par exemple, est-ce qu'on sait décrire notre douleur? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça pique? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça picote? Voilà, tout ça, c'est déjà des nuances que vous n'avez pas si vous êtes dans un rapport à votre corps, de rapport objet. Et à partir du moment où vous commencez à aller un petit peu plus dans ces ressentis, à pouvoir les affiner, eh bien vous allez vous rapprocher petit à petit déjà de votre corps et des informations qu'il vous donne. Donc là, on va du coup parler d'un corps perçu. Et d'une personne à l'autre, eh bien, on va rentrer dans des nuances, plus ou moins de nuances. Donc souvent, par exemple, les personnes que j'accompagne, si elles sont en stress, si c'est des personnes anxieuses, des personnes qui ont des maladies chroniques avec des douleurs chroniques, quand elles arrivent, si je leur demande en fait comment elles se perçoivent quand elles sont allongées, par exemple, au tout début d'une séance, souvent elles vont me parler de là où elles ont mal. Elles vont me parler de là où c'est tendu. Mais elles ne vont pas aller spontanément me parler des zones qui sont relâchées, qui sont présentes, où il y a de l'espace, etc. Et donc, en fait, moi, mon travail, ça va être de les amener aussi à aller ressentir ces sensations plus positives, plus agréables, et aller petit à petit affiner. Et on arrive vraiment à pouvoir après décrire avec des nuances très, 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 très fines. Et plus on va dans ces nuances, plus on est dans un rapport de congruence et de proximité avec soi, en fait. Voilà. Et ensuite, l'autre état du corps qu'on peut être amené à vivre, c'est l'état du corps sensible. C'est-à-dire que là, vous dialoguez avec votre corps et votre corps vous donne des informations. Parce qu'on a souvent ce rapport au corps où, par exemple, on va parler de troubles psychosomatiques, donc un état émotionnel ou des pensées vont avoir un impact sur mon corps. Et en fait, ça marche dans l'autre sens aussi. Il n'y a pas une prépondérance. Et quand on établit ce rapport comme ça régulièrement avec son corps, le corps va nous donner des informations aussi et va nous délivrer son intelligence. Voilà, donc on parle vraiment de corps sensible et d'intelligence corporelle à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Milka. Non, j'adore t'écouter. Les filles, les garçons, elle a une voix super agréable à écouter. Moi, ça me berce. Je suis là. Ne vous endormez pas quand même. Non, ça ne m'endort pas. C'est super intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. Et arriver à faire justement ce travail que tu es en train de nous expliquer et connecter avec ces différents statuts nous donne, moi personnellement, ça m'a redonné une sensation de maîtrise de ma vie, de bien-être aussi et de réconciliation avec moi-même. Parce que même ce dont tu parlais tout à l'heure, ce seuil de la tolérance à la douleur, expliqué comme un médecin traditionnel te l'expliquerait, qui en réalité est je pousse mon corps à l'extrême et je ne suis pas connectée à la sensation de mon corps qui est en train de dire s'il te plaît, arrête maintenant. Non, c'est juste pas possible. Et j'ai des épisodes entiers de ma vie où j'étais en train de tellement fort pousser que mon corps, la seule façon qu'il avait pour que je l'écoute, c'était de déclarer des épisodes de fièvre, mais des fièvres de taré, comme ça, qui sortaient de nulle part.
Je n'avais pas une infection, je n'étais pas malade, mais mon corps, il disait stop, quoi. C'est bon, on arrête parce que tu ne nous écoutes pas. Donc, bien sûr que quand tu as 42 de fièvre, bah, tu ne peux plus rien faire, en fait. Et franchement, une fois que j'ai compris tout ce que j'ai fait subir à mon corps par justement cette déconnexion, cette dissociation, je choisis de ne pas être en contact avec mon corps et après, je ne sais pas comment me relier à lui. J'étais très impressionnée de dire comment est-ce possible que je n'étais pas du tout là, quoi. Mais les filles et les garçons, il y a espoir. Même si toi, tu es en train avec ton carnet, en train de prendre note et tu es, oh mon Dieu, je me sens concernée. Oh mon Dieu, encore, je me sens, oh là là, mais je ne vais jamais m'en sortir. Oui, tu peux t'en sortir. On est là pour t'expliquer comment. La preuve. Exactement. On s'en sort. La preuve. Raconte-nous comment on s'en sort. Bon, toi, tu fais ça comme métier. C'est ton métier. Aider les personnes à retisser ce lien avec le corps. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et ça passe par différents outils. Et donc, bon, un toucher aussi spécifique, donc je vais vous parler aussi un petit peu après. Mais vraiment, moi, par exemple, quand j'ai fait mes études de somato, un des concepts qui m'a vraiment passionnée, d'ailleurs, ça a été le sujet de mon mémoire, c'est cette question de la proprioception. Parce que ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et on vous mettra le lien, Milka, du reportage d'Arte. Je vais mettre tous les liens que l'on citera ici, les liens bien sûr vers là où vous pouvez contacter Corinne à la réunion, enfin sur Facebook, etc. etc. Et d'autres trucs que j'estimerais à un moment donné qui sont intéressants et qui pourraient vous apporter des compléments, intellectuellement parlant. Je mettrai tout dans l'article qui accompagnera cette vidéo une fois qu'elle sera publiée sur mon blog. Donc voilà, il y a un magnifique reportage d'Arte sur la proprioception, qui est je crois que le titre c'est notre véritable sixième sens, parce qu'en fait, donc effectivement, c'est un sens qui a été découvert il y a quand même pas mal de temps, et qu'on a appelé le sixième sens, puisqu'on a les 5 sens que sont la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, qui sont vraiment des sens tournés vers l'extérieur pour capter des informations à l'extérieur. Et ce 6e sens, qui est le sens proprioceptif, c'est notre sens qui nous permet de capter les informations qui viennent de l'intérieur. Et pourquoi? Parce qu'on a un tas de petits capteurs qui sont répartis un petit peu partout dans le corps, notamment dans la peau, dans les tissus conjonctifs, les muscles, les tendons. Et en fait, on a en permanence des tas d'infos qui arrivent au cerveau et qui sont traitées sans qu'on s'en rende compte et qui vont vous renseigner en fait d'abord sur votre position dans l'espace. Donc la proprioception, c'est vraiment déjà un sens qui permet de se situer. C'est ce qui vous permet de savoir que vous êtes assis, debout. C'est ce qui vous permet de toucher votre nez sans passer à côté. Même dans le noir, vous n'avez pas besoin de la vue pour ça. Parce qu'en fait, vous êtes renseigné en permanence par tous ces petits capteurs sensoriels qui donnent ces infos-là au cerveau. C'est le sens aussi qui permet, par exemple, quand vous êtes en train de vous remplir un verre d'eau, d'adapter le tonus des muscles de votre bras au fur et à mesure que le poids du verre évolue. Vous n'êtes pas en train de vous concentrer et de vous dire « Oh là là, attends, il y a plus d'eau, donc il faut que je contracte un petit peu plus mon biceps. » Non, ça se fait tout seul. C'est aussi ce sens-là qui va permettre à vos muscles de travailler ensemble. En fait, chaque fois qu'on fait un mouvement, on a des muscles qu'on appelle les muscles agonistes et les antagonistes qui vont travailler en synergie. C'est-à-dire que pour pouvoir plier votre bras, votre biceps va se concentrer, mais il faut qu'en même temps, le triceps se relâche. Et ça, pareil, vous n'êtes pas en train de demander à votre corps de faire ça, il sait le faire tout seul grâce à ces capteurs proprioceptifs. Et donc, ce qui est super intéressant avec ce 6e sens proprioceptif, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment grâce à des personnes qui ont perdu ce sens-là suite à des maladies ou des accidents,
que non seulement ils se plaignaient de ne plus pouvoir faire leurs gestes sans voir. Donc, dans le reportage, il y a une dame qui témoigne, où elle dit voilà, qu'elle peut faire des gestes, mais elle a besoin de voir en fait tout ce qu'elle fait. Donc, c'est épuisant. Elle a besoin vraiment de tout contrôler consciemment. Mais en plus, ces personnes-là, ils vivent vraiment un sentiment de dépersonnalisation. Parce qu'en fait, la proprioception est aussi ce sixième sens qui vous permet de sentir que vous êtes vous, donc de vous situer dans un espace symbolique, en plus de l'espace physique. Et donc, quand on perd ce sens-là, on n'a plus ce sentiment d'être soi. Donc, on perd aussi ses limites, ses limites corporelles, puisque dans la peau, je vous ai dit qu'il y avait plein de petits capteurs. Donc, la peau, elle vous définit, en fait, votre enveloppe corporelle, elle donne votre forme, elle vous contient et elle vous définit. Et elle vous permet de savoir la différence entre vous et pas vous. Donc, cette dame aussi, à un moment, je crois qu'elle dit d'ailleurs que des fois, elle ne sent plus la différence entre ses jambes et le fauteuil. Elle est dans un fauteuil roulant, elle ne sait plus. C'est comme s'il n'y a pas de frontière entre elle et le fauteuil sur lequel elle est assise. Et du coup, le fait d'aller travailler avec cette proprioception en rendant ces informations conscientes, tout simplement en allant poser notre attention dessus, va à la fois nous permettre de gagner en proximité avec notre corps ressenti, mais tout simplement va nous permettre aussi d'être beaucoup plus proche de qui on est, de ce sentiment d'existence en fait, du sentiment d'être moi. Donc vous voyez bien que là, il n'y a pas de différence entre la dimension corporelle et la dimension mentale, voire spirituelle. C'est-à-dire que plus je suis proche de ma sensation, plus je suis proche de qui je suis, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. C'est du coup accompagner les personnes à aller développer ce sixième sens, notamment, tout simplement pour gagner en présence à eux dans leur corps physique et dans leur présence symbolique à eux aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que je précise plus ou s'il y a des questions, s'il y a des réactions. Je vais regarder, je vais faire un tour des messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez des questions en replay, que vous êtes en train de regarder ça en replay, n'hésitez pas non plus à laisser les questions parce que si ça se trouve, on se refera une deuxième séance avec Corinne, voire une troisième en fonction de vos intérêts. Moi, de toute façon, parler, ce n'est pas un truc qui me dérange. Alors, pas un problème. Céline dit, c'est passionnant. Chris dit, un long travail intérieur, plus aucune douleur chronique, 10 ans durant, exactement. Une vraie renaissance. Ouais. Oui, c'est très efficace ce genre de travail sur les douleurs chroniques aussi. Oui. Et puis, en fait, l'avantage, c'est que plus on va se connaître, plus on va être en lien avec ces informations, plus on va pouvoir aussi agir rapidement en les prenant en compte, se dire, ah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, réajuster aussi. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est vraiment un outil quotidien, en fait. Tout comme, voilà, ça va être le matin, se dire, oh là là, là, je suis un peu... vous savez, cette expression, je suis à côté de mes pompes, c'est vraiment ça. Quand je suis à côté de mes pompes, et mes pieds ne sont pas dans mes pompes, en fait. C'est-à-dire que ma conscience n'est pas dans mon corps, en fait. C'est ça que ça veut dire, je suis à côté de mes pompes. Donc, c'est comment on va relier les deux. Et ce travail sur la proprioception, c'est vraiment un outil accessible à tout le monde et hyper efficace pour faire ça. Donc, et ça a un impact vraiment dans tous les autres domaines de la vie. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai compris l'extension, quand j'ai cru comprendre l'extension de la situation à l'époque, même si, comme je dis toujours, avec le temps, avec le travail sur moi et avec l'exploration d'autres disciplines, j'ai mesuré ultérieurement, j'ai pris d'autres mesures et j'ai même découvert que quelque part, je continuais à me dissocier. Et bon, c'est un travail, on va dire, long. C'est pas un truc que tu règles en 3 séances, tu vois, ni
Mais ah, ok, j'ai compris, c'est bon, maintenant je me ressocie. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je me rappelle que j'avais des séances de Qigong à l'époque et que sans lui avoir dit à mon prof de Qigong, on travaillait énormément, justement, se saisir du corps, etc., etc. Je me rappelle qu'on prenait, on partait dans la forêt, il me bandait les yeux, il me faisait marcher complètement sans repère pour que justement je travaille cette reconnexion à moi. Il me demandait de faire des choses comme gonfle, il me disait gonfle tes épaules. Et moi je disais, mais comment on gonfle les épaules? Tu vois, genre, c'est ridicule ce qu'il me fait. Et je me rappelle de plein d'autres choses qu'il me posait comme question, mais pourquoi tu mets autant de force dans ce geste? Ce n'est pas nécessaire. Et je me rappelle que ça me restait dans la tête et que quand j'étais dans d'autres situations où je me voyais excessivement acharnée, par exemple, ces réflexions me venaient. Mais pourquoi je mets tant de force dans ce geste, qui n'est pas nécessairement un geste physique, hein, mais voilà. Et ça me résonnait dans tous les sens. Et tout ça prenait tellement de sens dans ma vie à ce moment-là. Mais même quand je passais l'aspi, hein, j'étais en train de passer l'aspi et je voyais que j'étais dans une physicalité excessive et je disais, mais pourquoi je n'ai pas besoin de m'acharner autant? Tu vois, et c'était comme une prise de conscience, comme ça, étalée sur le temps, qui infusait à tous les domaines de ma vie et à tous les gestes. Et pour moi, c'était tellement riche et c'était tellement parlant et tellement symbolique. Et waouh, ça m'a changé la vie que de commencer à faire ce genre de prise de conscience dans mes processus thérapeutiques. Vraiment. Ouais. Et complètement parce qu'en fait, par exemple, en fait, nous, on s'intéresse vraiment dans le corps à ce qu'on appelle, nous, le psychotonus, c'est-à-dire que on ne sépare pas, on ne différencie pas le tonus psychique du tonus physique. Et en agissant sur le corps, on va agir sur ce tonus, mais autant au niveau psychique que physique. Et en fait, ça, c'est vraiment l'expression, dans les expressions, tu sais, les expressions courantes, en fait, il y a tout. Et quand on La dit sagesse populaire. Voilà, la sagesse populaire, quand vous dites que vous êtes tendu, bien, vous sentez bien qu'il y a une tension dans votre corps, mais il y a une tension aussi dans votre état, en fait. Quand je suis tendue, c'est ça. Et en fait, donc l'autre reportage dont on va mettre le lien, c'est celui sur les fascias, reportage d'Arte aussi, où ça, c'est très, très bien expliqué parce que justement, dans les fascias, donc, qui sont des tissus conjonctifs qui sont un petit peu partout dans votre corps et qui, en fait, sont la véritable ossature du corps, c'est vraiment les fascias, en fait, qui soutiennent le corps et qui viennent le nourrir et qui font le lien entre les différents tissus. En fait, on s'est rendu compte que ces fascias, ils sont sensibles notamment au stress, c'est-à-dire que quand on met on prend un petit morceau de fascia, vous verrez dans le reportage, et puis on lui met des molécules qui sont des molécules que le corps va fabriquer quand il est stressé, et bien en fait, on se rend compte que là, qu'est-ce qui fait le fascia? Il se tend. Il y a des fibres élastiques, du collagène, voilà, il y a tout un tas de fibres dedans. Et donc, ce que je vous racontais tout à l'heure sur ce stress, normalement, le fascia, il est fait pour se tendre, pour s'adapter. Il y a une tension d'adaptation qui est bonne, hein, qui est nécessaire. Mais après, il doit se relâcher. Et si ces tensions sont trop répétées ou trop intenses, mais qu'est-ce qu'il fait à un moment? Il reste bloqué dans sa tension. Et c'est là où le moindre petit truc fait déborder le vase. Parce que vous êtes à une tension qui fait qu'il n'y a plus d'adaptabilité, en fait. Donc là, on n'encaisse plus du tout. Ça déborde, ça déborde. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on va faire avec ce toucher spécifique, c'est qu'on va ramener petit à petit les fascias à un état de base qui va leur permettre de retrouver leur élasticité, leur adaptabilité. Donc ça, c'est super important et c'est vraiment un toucher très spécifique. D'ailleurs, dans le reportage d'Arte, je l'ai re-regardé hier soir, en fait, et je me suis dit, il manque vraiment dans ce reportage, ils ont compris beaucoup de choses sur les fascias, il y a plein de scientifiques qui interviennent, sauf qu'ils ne savent pas vraiment comment le toucher et comment dialoguer avec lui. Et ça, c'est vraiment l'apport de la fasciathérapie et de la somato, où on a compris, en fait, c'est Danny Bois qui a compris ça intuitivement, en fait, hein, et qui l'a transmis, comment aller toucher. Il y a vraiment une façon particulière
d'aller toucher ce tissu avec une pression particulière, une lenteur particulière. Et en fait, voilà, moi, ce que je fais, c'est ça, c'est que je vais aller dialoguer avec ces tissus-là et leur dire, oh, ça va, tranquille, on va se poser un peu et leur proposer des pauses, des étirements progressifs pour qu'ils puissent eux aussi après retrouver leur élasticité. Et en fait, là encore, je fais confiance à l'intelligence du corps, c'est-à-dire que moi, je vais accompagner le corps et après, c'est lui qui gère. Il sait le faire, en fait. Voilà. Le corps, il a su se construire tout seul, hein. Il sait se gérer tout seul, il sait respirer, faire circuler le sang, nourrir les cellules, il sait aller réparer là où il faut. Donc, voilà, le corps, il sait faire un tas de choses. Simplement, quand à un moment, il est resté bloqué, on va aller lui donner un petit coup de pouce pour qu'il puisse retrouver tout simplement son autonomie, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va vous mettre aussi le reportage sur les fascias. C'est tellement important aussi de savoir faire ça dans les temps du corps, hein, parce qu'on a tendance à être trop pressé dans notre tête, on veut l'urgence. Et le corps, il a ses temps. Et les temps du corps sont parfaits. Et c'est plutôt nous qui devons apprendre à respecter ces temps. Parce que ça fait partie justement d'imposer une volonté, sans vouloir juger, un peu ridicule à ce corps qui sait et qui a juste besoin qu'on soit à l'écoute, qu'on apprenne à prendre les informations et à travailler, à accompagner ce travail, nous, avec différentes façons de faire, le mouvement, l'alimentation, le repos, etc. Oui. C'est ça. Et c'est vraiment ça mon travail. C'est ce que je te disais quand on préparait, c'est que c'est la même posture. Voilà, quand on va voir un psychologue, il y a cette posture d'empathie, d'écoute active. En fait, moi, j'ai la même posture avec le corps, donc par le biais de mes mains, mais aussi de tout mon corps à moi, de toute ma présence. C'est vraiment une posture essentiellement d'écoute et après d'aller instaurer ce dialogue. Mais c'est vraiment la même posture que l'empathie, l'écoute active verbale, en fait. Que là, elle passe par le toucher. Super agréable. Bon, on a un tas de questions. Alors, Andrea, elle pose la question. Quel est le lien entre les maladies de peau, les capteurs internes, la place physique et symbolique et les limites? Pourrais-tu en dire un peu plus? Donc, je pense qu'elle veut parler de la dimension psychosomatique d'une maladie. C'est à ça qu'elle Je pense que ça tourne autour de ça. Alors, en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas le... En fait, il y a le psychosomatique et le somato-psychique. Donc après, on pourrait dire aussi l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'il y a aussi, par exemple, des maladies. Il y a des maladies qui émergent à cause de pensées ou d'états émotionnels. Et puis, il y a aussi des troubles physiques qui vont avoir un impact sur la pensée ou sur l'état émotionnel. Donc là, je ne pourrais pas dire précisément, et c'est quelque chose que je ne fais jamais, ça, par exemple, moi, dans ma pratique. Je sais qu'il y a des dictionnaires symboliques de telle maladie, c'est tel problème, etc. Il y a des choses très, très justes là-dedans d'ailleurs. Mais nous, on ne va jamais avoir ce côté systématique parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'adresse vraiment à un individu. Et c'est vraiment le corps, en fait. En fait, c'est comme si le corps, quand on se met à l'écouter, il va nous indiquer, en fait, on va le suivre après. C'est comme si on fait un voyage à l'intérieur du corps et on va faire le déroulé de la maladie mais en sens inverse. Et parfois, effectivement, la cause, elle est vraiment... Elle n'était pas imaginable, en fait. Parfois, on ne la trouve pas forcément consciemment, mais par contre, le corps, lui, il va aller résoudre. Mais du coup, voilà, c'est compliqué de répondre à la question d'Andrea comme ça par rapport aux maladies de peau. Ouais, je ne sais pas. Après, bon, les dictionnaires, moi je les aime bien comme référence, pas tant pour classifier les choses, mais pour avoir quelques pistes d'exploration. C'est ça.
c'est Parce ça. que aussi bien dans mon rapport à mon corps que dans mon rapport à mon intellect, dans mon rapport à la vie en général, moi, je n'aime pas qu'on vienne me dire, ah ben, les choses, elles sont comme ça. Moi, je dis, OK, je prends l'info et après, moi, je vois avec moi-même comment ça me parle, comment je l'ai Mm. exprimé et même comment je le comprends aujourd'hui, qui est certainement différent de comment j'aurais pu le comprendre il y a 5 ans et comment je le comprendrai d'ici 10 ans. Ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'elle peut-être elle demandait quelques pistes par rapport à la pratique que tu fais professionnelle. Mais sinon, moi, j'ai le dictionnaire de Christian Flech que je recommande Mm. grandement. Et il y a aussi un livre qui s'appelle Consteller sa maladie par Brigitte Champetier de Rime, qui fait des constellations. Je Familial. mettrai les liens, Mm. no problem, qui fait des constellations familiales et qui travaille aussi avec cette façon de comprendre le lien, Mm. la relation au corps euh, à travers la technique des constellations qui est super Ouais. intéressante aussi et qui donne aussi des pistes pour Et dire après, ce que j'ai envie de dire, c'est il y a différents langages en fait dans le mm, corps. C'est-à-dire que moi, je mm, vous parle là des langages plus des fascias, justement. Mais il y a le langage émotionnel, il y a le langage plus énergétique. Enfin, voilà, il y a plein de façons de décrypter et elles sont complémentaires. Mais voilà, ce qui me vient aussi pour illustrer là ce que tu disais, Milka, c'est que on s'est rendu compte, par exemple, que il y avait un gros pourcentage de personnes qui avaient eu un coup du lapin qui déclenchait en fait une dépression dans les années qui suivent. mm, Et en fait, ils ne savent pas trop pourquoi ils dépriment. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment en fasciathérapie, en ostéopathie, etc., que lorsqu'on a un coup du lapin, en fait, tout simplement, il y a un nerf très important dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est le nerf vague, qui est un nerf qui est très, très important sur tout ce qui est système neurovégétatif. Et en fait, ce nerf, il sort du crâne au niveau de la mastoïde, ici. Et il va après aller innerver une grande, grande partie des organes jusqu'au périnée. Il traverse comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment un très, très grand nerf. C'est le nerf qui va, pourquoi on l'appelle vague, c'est celui qui intervient dans un malaise vagal. Donc, quand vous avez un gros choc émotionnel, qu'est-ce que ça fait? Ça vient serrer au niveau du plexus solaire. Et comme c'est un nerf qui est à la fois moteur et sensoriel, quand il y a un endroit comme ça qui est serré, ça peut être aussi quand vous avez des coliques, par exemple, où vous pouvez tomber dans les pommes, tout mm, simplement parce que quand ce nerf il va être serré à certains endroits, il y a ces branches, d'autres branches qui vont être stimulées et il va aller ralentir le cœur. Et donc, on tombe dans les pommes. Et en général, un malaise vagal, c'est très bénin, c'est pas du tout grave. mais c'est Et, impressionnant hein, pour ceux mais c'est impressionnant parce que c'est qui sont instantané, pas. c'est Ouais. très rapide. Et celui qui le Euh, vit, c'est comme ouais, ah, je suis tout mou, je peux plus me c'est tenir. ça, c'est ça. C'est quand ouais, c'est ça. Et on Mm, glisse. Ouais. mm, Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand ce nerf-là, il va être pincé, il va être serré en fait au moment du coup du lapin. Et bien tout le fonctionnement neurovégétatif est perturbé. mm, Et, et ben, plusieurs mois après ou plusieurs années après, ce qu'on disait tout à l'heure, l'accumulation de toutes ces perturbations va amener la personne à déprimer tout simplement parce qu'il y a quelque chose, il y a des régulations qui ne se font plus. Donc, ça ne se fait plus non plus au niveau des neurotransmetteurs. Donc, mm. du coup, voilà, il y a un impact sur l'humeur. Et en fait, en libérant le nerf vague, la dépression peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça peut être assez spectaculaire. Mm. Donc, voilà, c'est aussi pour rétablir ce déséquilibre qu'on a tous dans nos têtes entre les troubles psychosomatiques, oui, mais il y a aussi le somatopsychique et en fait, les deux vont ensemble. Mm. Voilà. Super intéressant. Ok, nous avons Nathalie qui dit fascinant. Je retrouve beaucoup de données que l'on utilise aussi en kinésiologie, Eh qui oui. est pratique, ce qu'elle pratique elle. Patricia, salut Tricia. Comment interpréter une hypersensibilité corporelle? Un corps qui réagit de façon excessive. Merci. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que c'est comme au niveau de la vision, de l'audition, de l'odorat, du goût, du toucher. On a tous nos spécificités.
On a tous des sensibilités différentes. C'est pareil au niveau de la perception des émotions, c'est pareil. Enfin, c'est un sens, en fait. Tout ça, ce sont des sens différents, donc il n'y a pas de raison, si je peux avoir une vue bien plus perçante que la moyenne, pourquoi je n'aurais pas une sensibilité émotionnelle surdéveloppée ou une sensibilité interne surdéveloppée. Pour moi, c'est vraiment... voilà, c'est des particularités alors qu'on peut avoir à la naissance, mais on peut aussi développer. C'est-à-dire que c'est une question, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le mot pédagogie dans somatopsychopédagogie, c'est que cette perception, elle est éducable. Tout comme on peut s'entraîner. Même quelqu'un qui a une très bonne audition, par exemple les gens qui veulent devenir, vous savez, là, qui sont oreilles d'or là, dans les sous-marins, c'est des gens qui, évidemment, à la base, ont quand même une ouïe particulière, mais ils vont aller en plus l'affûter, l'entraîner. On ne devient pas comme ça oreille d'or du jour au lendemain. On ne devient rien Pareil, du tout bon du jour au lendemain. c'est ça. Démystifions cette idée. Il y a une prédisposition, mais ça ne suffit pas. Pareil pour les personnes qui vont fabriquer les parfums, donc pour être nez, ce qu'on appelle être un nez. Oui, on a un odorat déjà particulier, mais il y a des entraînements quotidiens. Il y a vraiment des entraînements, une hygiène aussi. Donc, en fait, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est vraiment la même chose. Et la bonne nouvelle, voilà, c'est que c'est pour ça, quand vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité, en fait. Il y a vraiment plein de moyens de se rapprocher de son corps et d'aller gagner en perception parce que c'est éducable. C'est vraiment très, très hautement éducable. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai fait mes premières séances de fasciathérapie en tant que patiente, quand ma thérapeute me disait, elle peut poser ses mains sur mes pieds et elle me disait, bon, t'es pas dans tes pieds, mets-toi dans tes pieds. Je la regardais avec des yeux comme ça et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Voilà, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, je n'avais pas la référence sensorielle. Et j'ai, voilà, à force, après, je me suis formée. Et maintenant, ça me paraît, voilà, je sais le matin quand je me lève si je suis dans mes pieds ou pas. Enfin, voilà, je n'ai pas besoin de poser mon attention dessus. Mais au départ, quand j'ai commencé vraiment à me dire, bon là, il faut que je travaille ma présence à moi, justement, c'était chaque fois que je m'assois, je faisais attention à sentir les appuis sur la chaise, les appuis de mes pieds au sol. Et chaque fois que, par exemple, j'entrais dans ma voiture, tous les jours, je faisais ça. En fait, c'était une attention quotidienne. J'ai commencé vraiment voilà, par une base comme ça. Et puis, petit à petit, on va pouvoir affiner jusqu'à l'infini, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est en fonction de ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif. Moi, dans mon métier, c'est nécessaire que ma perception soit hyper affûtée puisque c'est avec ça que je travaille. Donc, forcément que j'ai des pratiques et elle évolue. Elle évolue. Il y a des perceptions que je n'avais pas avant et qui apparaissent, en fait. Donc, voilà, pour moi, l'hypersensibilité, on en parle beaucoup en ce moment. Il y en a c'est vrai que ça peut être vécu comme une fatalité parce que justement, ça va donner une intensité de vécu et que pour pouvoir traiter cette intensité, il va falloir être le plus ancré possible dans son corps, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible à la base, mais je ne suis plus emportée par mes émotions. Avant, je les subissais, je vais dire. Je les subissais. Et maintenant, j'ai toujours des émotions. Ça ne va pas changer. Par contre, je les subis Et fort beaucoup moins. heureusement, j'ai envie de te dire. Oui, Moi, c'est la ce qui fait qu'on est défenseuse vivant. des Mais émotions. c'est clair. C'est clair. Sauf qu'avant, tu vois, c'était comme un tsunami. Et maintenant, c'est des vagues et j'arrive à dire, ah, cette vague-là, c'est ça, cette vague-là, c'est ça, et aller voir ce qu'il y a derrière. Mais pour pouvoir faire ça, il a d'abord fallu que j'habite mon corps. Sinon, ce n'était pas possible. C'était juste un tsunami qui m'emportait, et voilà. Et j'étais ballottée Mais si ça par se les trouve, vagues. tu te déconnectais encore davantage, hein, parce que C'est quand ça. le truc Ouais, arrive qu'on ne sait pas gérer, on part dans c'est cette ça. fusée intersidérale, je ne saurais te dire où, hein, mais je pense qu'on est tous d'accord que voilà, on y va. Et ici, dans la 3D, qu'il se passe ce qu'il se passe, parce que de toute façon, c'est tellement dur à gérer. Donc, C'est ça. il y a des façons
de s'apprendre à se ramener au corps. D'ailleurs, on va terminer un petit peu avec ça. De quelle façon, indépendamment que bien sûr, si les personnes qui sont en train de te regarder et qui sont à la réunion et qui voudraient un rendez-vous avec toi, ben, elles peuvent toujours aller consulter. Mais c'est vrai que quand on est à distance, on se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et si je n'ai pas de somato dans mon coin? Et il y a beaucoup de façons de se réapproprier de son corps. Il y a beaucoup de façons de reconnecter et retisser le lien de communication avec son corps de façon multiple. Et moi, je voudrais en citer plusieurs. On en a parlé la dernière fois. Je regarde juste les derniers messages, Coco, et après, on continue. Chris qui dit la respiration, les étirements, les automassages, ben déjà, Mais là, voilà, on a c'est ça. trois très bonnes façons gratuites que tu peux faire à n'importe quel endroit. Tu n'as même pas besoin de matos pour faire tout ça. Hein? Il n'y a que ton corps et toi pour faire ça et te ramener à l'instant présent. D'ailleurs, je vais te proposer un petit exercice tout à l'heure. Comme ça, ce sera un truc à emporter que tu dis, ah tiens, pas ça, je peux le faire. Edith qui se joint à nous, qui dit salut. Andrea qui te remercie et qui te dit merci Corinne. Sylvie qui dit absolument passionnant. Et Chris qui dit très bien de préciser que ça va dans les deux sens, somatopsycho et psychosomato. Corinne, est-ce que tu veux commencer toi à donner quelques idées des choses que l'on peut faire pour gagner en présence et gagner en ancrage et gagner en... Eh ben, en fait, j'ai envie de dire que tout ce qu'on va faire qui est lié au corps, mais avec ce rapport de conscience, en fait, cette intention d'être présent à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si on fait du yoga, mais que pendant qu'on fait notre yoga, on pense à autre chose, ça ne va pas avoir le même effet que si, au moment où je fais mon yoga, je suis complètement présent à ce que je suis en train de faire, à sentir ce qui s'étire, à accepter aussi, oh là là, cette articulation-là, hop, hop, ben, ok, bon, cette articulation-là, elle me gêne un peu, ben, allez, je me mets avec elle. Voilà, mais c'est vraiment un dialogue, même moi, ça m'arrive de parler comme ça à mon corps à l'intérieur de moi. Et même quand je suis en soins, je parle à la personne, mais je parle aussi à l'intérieur, au corps de la personne, en fait. En fait, quelle que soit l'activité qu'on va choisir, que ce soit une activité qui se fait dans la lenteur ou dans la rapidité, parce que tous les sports, enfin, toutes les activités physiques vont aider, c'est la conscience, en fait, qu'on met dans ce moment-là qui va jouer. Donc la conscience, c'est quoi? C'est l'attention, c'est poser son attention et la maintenir. Donc il y a aussi des pratiques qui vont aider à muscler cette attention, comme tout ce qui est méditation. Et alors là, il y a un tas de façons de méditer. Mais c'est vraiment ça, c'est cette question de présence. Donc bien sûr que quand on a du mal, quand on est très très éloigné de soi, au départ, ce qui va aider, c'est la lenteur. Je peux beaucoup plus facilement poser mon attention et être présent à ce qui se passe dans mon corps et à le ressentir si je le fais lentement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, en somato, on a une gestuelle, mais qui se fait vraiment très lentement. C'est-à-dire que pour faire un mouvement, on va mettre 15 secondes. On a une rythmicité, en fait, de 15 secondes qui correspond à la rythmicité qu'on capte dans le corps, en fait, qui est la rythmicité du vivant. C'est des mouvements, il y a une vitesse et il y a une rythmicité aussi. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ça, c'est que si vous avez envie de gagner en présence à vous, c'est tout simplement déjà penser, se donner vraiment comme intention de systématiquement poser son attention sur qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes études de somato, donc au départ, on apprend l'anatomie. Et en fait, je me suis vraiment efforcée d'apprendre l'anatomie, mais en ressentant. C'est-à-dire que chaque muscle que j'apprenais, j'essayais de capter où étaient les insertions dans mon corps, de voir quel était le mouvement et d'essayer de le sentir. Et ça, rien que ça m'a fait vraiment gagner en incarnation, en fait, en présence à moi. Donc après, voilà, je ne sais pas si tu as avais une liste d'activités. Ah oui, moi, je partage avec tout le monde ce que moi j'ai fait jusqu'à présent, qui m'a servi et qui continue de me servir parce que
il y a des fois où je me rends compte, parce que quand on a un pli de tellement d'années, comme je dis, ce n'est pas, même si ça fait beaucoup d'années que je travaille dessus, on a nos tendances, tu vois. Et puis après, on a nos caractéristiques. Moi aussi, je suis une personne qui pourrait être classifiée comme, même si je déteste les étiquettes et je déteste de me ranger dans un tiroir, mais bon, allez, je vais le dire parce que je trouve que c'est utile, comme hypersensible. Je suis particulièrement sensible à tout ce qui est bruit, surtout quand ils sont un peu agressifs ou ils sont particulièrement stridents, etc., etc. Et on apprend à faire avec, on apprend on évolue, bref. J'ai fait tout un tas de trucs que je vais te partager ici et je vais même te partager un petit exercice que tu peux comme à emporter, hein, que c'est comme un petit sac que tu peux emporter tout le temps avec toi, qui ne te prend pas de place et que tu peux faire n'importe où, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Le sport m'a énormément aidé, tout type de sport, mais particulièrement la danse et les arts martiaux m'ont beaucoup aidé à faire ce lien de conscience entre les parties invisibles de moi et ma partie corporelle et ma dimension corporelle. Quand je suis, par exemple, dans un état très en ébullition mentalement, hein, parce que voilà, Soleil en Gémeaux et tout le monde en Gémeaux. Et les personnes qui avaient une prédominance air, par exemple en astrologie, eh bien, vous avez tendance à être très souvent dans le mental et donc on a plus tendance de se dissocier, partir, on n'est pas là, on n'est pas présent. Eh bien, faire de la danse de façon régulière, faire un art martial de façon régulière, 2-3 fois par semaine, etc., eh bien, ça aide à mettre de la conscience dans le geste parce que en cours d'arts martiaux, on accorde énormément d'importance à ça, à la précision du geste, à la présence de ce que tu fais, tu vois, et le prof, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te faire… Autant que tu es en cours de Zumba, on s'en fout si tu es présent ou tu n'es pas présent, si tu es juste en train de te démener dans tous les sens et c'est bon, tant que tu bouges, tout va bien. Mais il y a certaines disciplines, comme par exemple le Qigong, le Tai Chi, où le prof, il va te dire non, mets de l'air ici, mets de l'espace là, ton geste, il est comme ça, la tête tordue, et qui va te demander d'être là, fully present, complètement présent. Pilates, moi, Pilates, ça m'a changé la vie. Ça, c'est trop bon, ça fait trop de bien, ça me remet en ordre intérieurement, je le dis à chaque fois, parce que tout prof de Pilates qui soit digne de l'être va te dire, ne te lance pas dans le geste. Prends le temps déjà de décomposer ton geste dans ta tête, le mouvement, comment tu vas t'y prendre, fais contact avec les parties de ton corps qui vont être sollicitées, et puis marque, je préfère que tu le fasses une fois et que tu sois bien, que ce soit bien fait, que tu le fasses 4 fois, que tu répètes 4 fois et qu'à chaque fois tu sois tout tordu, etc., etc. Et donc là, quand tu es en train de faire ce cours de Pilates où le prof, il ne va pas te lâcher, il va te dire le geste, soigne le geste, ta présence, eh bien, tu es dans ton corps. Et tu es, en effet, OK, la hanche, quelle est ma hanche, le genou, est-ce que mes épaules sont alignées, est-ce que, tu vois, et tout ça, moi, personnellement, m'a aidé à me réapproprier de toutes les parties de mon corps, même si je ne les vois pas, même si je ne suis pas à l'intérieur de ma hanche, je peux sentir qu'est-ce que je suis en train de faire et quand est-ce que je suis véritablement dans l'alignement ou pas, non? Donc ça m'a énormément. Tout ce que tu dis là, c'est vraiment la proprioception. C'est se connecter à sa proprioception, mais en mouvement. En fait, on peut se connecter à sa proprioception quand on est immobile, en méditation, ou quand on travaille la respiration, et en mouvement. Ouais, c'est exactement ça. Ensuite, le yoga, définitivement. La danse-thérapie. La danse-thérapie est exceptionnelle. J'ai fait des stages qui m'ont ouvert des compréhensions sur mon corps, sur comment je pose des limites, comment j'accueille l'autre, comment je prends ma place et même d'observer les gens qui participaient à ces stages avec moi.
C'était richissime en apprentissage. Je ne peux que te recommander de t'inscrire à un stage de danse-thérapie à un moment donné de ta vie ou pas. Définitivement, la méditation. Moi, je pratique beaucoup la méditation du souffle, c'est-à-dire être là en pleine conscience et en pleine présence avec mon souffle. Le body scan, non? Faire qui est un exercice que je fais souvent, surtout au début de mes formations en direct, de prendre un temps de venir pour être présent, parce qu'il va y avoir une instruction, il y a un enseignement qui va être donné, et ça fait du bien d'être présent pour retenir et comprendre et voilà, accueillir l'information. Et tout ce qui est sensoriel, comme les massages, comme les odeurs, expérimenter avec les textures, se faire des petits jeux comme ça. D'ailleurs, dans le voyage uranois que je vais relancer bientôt pour la nouvelle lune en Scorpion, et qu'il s'agit en fait justement de petits défis de tous les jours que moi-même j'aime me donner à moi, que par exemple aujourd'hui je vais manger les yeux bandés et donc je vais véritablement mettre toute ma présence dans les goûts, dans les textures, dans me repérer dans l'espace sans avoir de repères visuels. Ou par exemple aujourd'hui, à chaque fois que je me lève, je vais mettre, par exemple, que je suis ici, j'ai envie d'aller faire pipi ou j'ai envie de me servir un thé ou un café. Et donc, quand je me lève, je vais prendre complètement conscience de tous les mouvements que mon corps fait. Tu vois, du moment où je mets mes mains comme ça, que je me lève, où est-ce que je suis en train de sentir, tu vois, les différents mouvements, mes pieds posés par terre, mes points d'appui. Et ça me prend 3 secondes, le temps de me lever, mais complètement présente dans ce que je suis en train de faire. Les textures, les massages, les odeurs. Moi, j'ai pas mal de petits trucs ici. Et il y a des fois où je me donne 1 seconde de pleine présence en sentant une odeur qui me fait énormément de bien et en me faisant plaisir. C'est comme un petit moment gourmandise. Il n'est pas loin de moi, il est toujours ici. Mais on peut expérimenter avec toutes les différentes sensations. Les étirements des chaînes musculaires où on est en train d'accompagner, tu accompagnes l'étirement de ton muscle avec la conscience. Ça, c'est un truc que j'ai appris en pilates et en yoga. Enfin, c'est un truc délicieux et ça détend, que ça n'en peut plus. Moi qui ai un peu de nature accélérée. Bon, je sais ce que je vais dire maintenant va choquer plusieurs personnes, mais je vais le dire quand même. L'exploration de ton corps par le plaisir, la masturbation aussi, disons-le comme ils sont, ça fait partie de te réapproprier de ta dimension corporelle, des sensations et de te découvrir également. Et finalement, ça a aussi un impact très positif sur ta vie sexuelle et sur comment tu profites de ta vie sexuelle, parce que plus tu te connais, plus tu sais ce qui te fait du bien, les sensations que ça te procure, plus tu étoffes déjà. C'est comme si tu commençais à varier tous tes ressentis et sensoriels, etc., etc. Et donc, tu t'ouvres à plus de bonheur sexuel, crois-moi. D'ailleurs, on parle de plus en plus du slow sex. Slow life, slow sex, et le tantra. C'est vraiment ça. C'est pourquoi aller lentement, c'est pour avoir le temps de percevoir, en fait, de ressentir, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre vie au ralenti, hein. On a une vie normale, on est capable d'accélérer, etc. D'ailleurs, les grands sportifs passent par ces moments de lenteur extrême pour gagner des dixièmes ou des centièmes de secondes sur leur performance. En fait, ils ralentissent pour justement avoir le temps de décrypter le mouvement, de l'intégrer. Et une fois qu'il a été intégré au ralenti, il passe en rapidité et il gagne de la rapidité. Mais c'est vraiment ça. En danse, on t'apprend. Quand j'ai fait du patinage artistique, mon Dieu, je me suis cassé la figure 800 000 fois, mais comment j'ai appris comment il était important de marquer le mouvement
avant même d'aller te lancer comme ça. Quand tu te lances comme ça, tu peux avoir du cul ou pas et le faire correctement ou voilà, tu t'es pas tombé. Mais tu n'as pas compris. Il n'y a pas de la présence de toi quand tu fais ça. Alors que quand tu as pris le temps de dire je fais ça, après je fais ça, après, ta prestation, la performance, si tu veux, va être tellement de meilleure qualité et tu vas même pouvoir, par exemple, jouer sur d'autres trucs, comme par exemple monter en hauteur dans ton saut. Alors que quand tu es en train de le faire à l'arrache, n'importe comment, juste ouais, j'ai compris le coach et je me lance, eh bien voilà, tu fais du n'importe quoi. Donc, patinage artistique, je ne l'avais pas noté, mais ça m'est venu à l'esprit. Voilà, je pense que j'ai partagé tout un tas de trucs. Et l'exercice que moi, je voulais te proposer, c'est que tu prennes ton téléphone et tu te mettes des alarmes comme ça distribuées dans la journée. Commence par une, baby step par baby step. Et si tu peux en faire 2, 3 ou arriver à 2, 3, une fois que tu te seras habitué. Et quand ton alarme sonne, quoi que tu sois en train de faire, même si tu es en plein, par exemple, conversation téléphonique avec quelqu'un, à ce moment-là, tu prends conscience de ton corps. Tu es là, je suis ici, mes points d'appui, mes pieds par terre, mes fesses sur la chaise, et tu prends conscience comme ça de tout, tout ton corps et tout l'espace qu'il y a autour de toi, que tu peux prendre conscience de ça même sans bouger les yeux. Tu peux être toujours en train d'avoir ta réunion Zoom, par exemple, et d'être là en train d'écouter le collègue en train de dire j'en sais rien. Et ton téléphone, il sonne et c'est mon moment de présence, j'avais oublié, mais oui, mes pieds sur le sol, mes cuisses sur la chaise, l'espace qui m'entoure, la température de la pièce, mes mains sur mes cuisses, par exemple, ou sur ma chaise, enfin, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est un petit moment. Quand moi, je ne suis pas occupée, que mon téléphone, il sonne et que je ne suis pas occupée, eh bien, je m'offre un moment de présence aussi. Alors, je me lève d'ici, je m'assois là-bas, je sors sur ma terrasse, ou je marche pendant 1 minute super lentement, en prenant bien attention de combien la plante de mes pieds, qui est super importante pour moi, elle soit vraiment en contact et comment j'accompagne ce mouvement. Voilà, je te recommande ou faire des choses où tu t'interdis, par exemple, des défis, où tu t'interdis à utiliser ta main droite pour faire quelque chose. Par exemple, je vais manger mon petit-déj sans utiliser ma main droite. Ou aujourd'hui, tous les mouvements que je fais, je vais les faire marche arrière, par exemple. Et donc, il faut que tu mesures autrement ton corps, ton espace. Et tout ça, c'est des choses que je fais. Je ne vais pas que te dire que je les fais tous les jours, marcher, marche arrière et tout ça. Mais bon, ça fait flipper mon mec quand il m'a commencé à vivre ensemble. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un exercice qu'on fait justement quand on fait en introspection sensorielle, c'est-à-dire les yeux fermés, assis sur la chaise, donc prendre conscience de sa posture, des appuis, etc. Et après, c'est les yeux fermés, essayer de se dire, tiens, le mur là, il est à combien, à quelle distance, l'autre côté, le plafond, le sol. Et ça permet, je pense, la proprioception, elle permet de se situer dans l'espace. Et en fait, on est capable on est vraiment capable, les yeux fermés, de savoir à quelle distance est le mur en s'entraînant. Vraiment capable. C'est super intéressant. Ou à quelle distance est l'autre, etc. Et ça permet de travailler sa bulle aussi, ses limites. Son espace sacré. C'est ça. Tellement important. Ouais. Bon, je fais un tour des commentaires et je pense qu'on va terminer. Gisèle dit, dans le bouddhisme, on parle de mindfulness, être présent ici et maintenant. C'est ça. Tout à fait. Patricia qui te remercie. Merci Corinne pour tes explications. Belle fin de journée. Avec plaisir. Merci. Andrea, personnellement, quand je cours, j'adore ressentir mes jambes bouger, mes pieds touchant le sol, mes muscles bouger, l'air effleurer la peau. Ben, ça c'est un super exercice de présence. Céline, la guérison de l'âme et de l'esprit passe par le corps. Catherine, merci infiniment à vous deux. Ce sujet est vraiment très, très, très intéressant et ça fait écho. Olinda, quand je me masse, je ferme souvent les yeux et ça réveille mes sens. Oui, exactement. Il prend beaucoup de place. On est vraiment pris par ce canal de perception. Oui, parce qu'en fait, les yeux sont très près du cerveau, donc les informations arrivent très vite. Et du coup, effectivement, moi, je travaille beaucoup les yeux fermés et j'invite les personnes qui viennent à fermer leurs yeux aussi quand c'est confortable.
Et pourquoi? Parce que rien qu'en fermant les yeux, déjà, on se rapproche de ces sensations internes. Parce que sinon, le visuel passe à voix, en fait, tout simplement. Il est traité plus vite. C'est Donc, clair. ouais. C'est clair. Et là, on n'en a pas parlé, mais c'est super juste. Ouais. Céline dit, plus je fais les choses au ralenti, lentement, plus je me sens présente à moi-même. C'est ça. Plus je me perçois, plus j'expérimente et plus je m'approprie de mon corps, plus je ressens la notion de matérialité et d'ancrage. Exactement. Olinda, revenir et s'offrir à soi le plus souvent, c'est tellement précieux, une inspiration, une respiration précieuse, tout à fait. Gisèle, au village des Pruniers, avec le maître Zen Tai, il faisait sonner la cloche et on devait revenir à nous en arrêtant toute activité, respirer 3 fois en pleine conscience. Ouais. C'est ça, en fait. Hélène, comment contacter Corinne? Je vous laisserai les liens vers tout ça dans l'article qui accompagnera cette vidéo. Merci beaucoup pour cette conversation très intéressante, dit Andrea. Merci Corinne et Milka, dit Michel. Sophie Garcia, le canal visuel et le handicap de l'humain comme au golf. Ouais, je dirais pas si loin que ça. Il est utile quand même. Le canal visuel, c'est clair. Si je ne l'avais pas, je serais vraiment malheureuse. Mais c'est vrai que pour mettre en avant d'autres, voilà, c'est bien de temps en temps dire aujourd'hui ou pendant cette activité, je ne vais pas faire ça. Une question d'équilibre. Ben oui. Ben oui. Toujours, s'il vous plaît, si vous mettez en pratique toutes ces astuces qu'on vous a partagées, toujours, s'il vous plaît, dans le discernement de vous-même et de ne pas vous mettre en insécurité. Tu ne vas pas exactement descendre les escaliers, les yeux bandés juste parce qu'on t'a dit qu'il faut éviter le canal, je ne sais pas quoi, pour te connecter à ton corps et que tu termines par tomber dans les escaliers. Il faut savoir aussi décider du niveau de difficulté des défis que tu te donnes. Donc, peut-être qu'au début, commencer par ce qui est plus facile et plus plaisant, ce qui te challenge moins, comme par exemple te masser, comme par exemple reconnecter à tes sensations olfactives. Juste fermer tes yeux pendant que tu sens le parfum d'une rose, par exemple, et te délecter dans ce parfum-là. Et au fur et à mesure que tu te sens plus dans l'appropriation et que tu as habité ton corps, eh bien, te mettre des défis un peu plus challengeants, comme maintenant, je vais marcher à l'envers, par exemple, ou descendre les escaliers à l'envers, qui était un défi d'ailleurs que j'avais donné aux filles dans le voyage. Et tout le monde, quoi? Les escaliers à l'envers? Vas-y lentement, tu vas voir comment tu vas y arriver. Hein. En tout cas, voilà, messieurs, mesdames, merci de nous avoir accompagnés. Ouais, on va arrêter ici. Et voilà, merci. Merci à toi, Corinne. Merci à toi de m'avoir proposé ce live. Super intéressant. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Et si vous en voulez plus, vous nous dites et on se cale un autre parce qu'il y a plein d'autres choses à discuter. Ça y est, je vais y prendre goût, Milka. Ben oui, c'est tellement délicieux de papoter. Je convertis tout le monde. C'était pas gagné. Hein. Non, c'était pas gagné. Merci Nathalie et Corinne, passionnant des compréhensions qui font écho. Je serai ravie de vous écouter dans un autre live. Sophie, merci infiniment. Olinda, merci. Gisèle, merci à vous deux. On se dit à demain. Moi, je viens vous parler de la nouvelle lune en Scorpion et de la saison d'éclipse qui commence pratiquement en même temps. Merci encore Corinne. À très vite. Écoute, merci à toi Milka. Allez, ciao, ciao à tout le monde.